D'accord. Alors. OK, donc comme je l'ai dit, nous sommes au 3e atelier. Donc le 3e atelier, les ateliers Wise, c'est une plateforme. Donc il y a un site internet qui est wise.sn qui en fait donne des conseils en tout ce qui est web marketing pour entrepreneurs et freelance. Donc le web marketing, c'est tout ce que vous pouvez appeler marketing digital. En gros, c'est qu'est-ce que vous pouvez utiliser dans le digital pour vous faire connaître en tant qu'entrepreneur ou en tant que freelance. Et l'objectif de Wise, c'est justement ça. Et les ateliers s'inscrivent en fait dans cette directive-là. Et aujourd'hui, le thème va être vraiment comment se faire connaître. Parce que c'est, en guillemets, on dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais si vous êtes dans le milieu de l'entrepreneuriat, des freelances, vous allez vous rendre compte que vous avez des entreprises qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'arrivent quand même pas à se faire connaître. Donc, il y a des entreprises qui peuvent mettre 10 000 euros rien qu'en publicité, en marketing, mais ce n'est pas pour autant qu'en fait, ils se font connaître. Ce n'est pas pour autant qu'ils arrivent à avoir plus de clients parce qu'on veut se faire connaître, parce qu'on va avoir plus de clients, on veut avoir de l'impact, on veut avoir une certaine activité. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez, en pratique, vous faire connaître en tant que freelance de manière très pratique en utilisant le digital. Et nous allons prendre le cas d'un freelance qui est graphiste illustrateur. Et donc, je vais d'abord me présenter, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est la première fois. Donc, moi, je m'appelle Sonia, je suis médecin, je suis blogueuse à mes heures perdues, ça fait quand même, en tout cas, un certain temps. Et j'aime particulièrement écrire, j'aime l'écriture, je trouve que c'est vraiment un moyen d'expression qui est vraiment très intéressant, j'aime beaucoup et je suis pour ma part passionnée d'entrepreneuriat parce que je pense qu'on peut vraiment faire une différence en fait avec l'entrepreneuriat. On peut créer, on peut faire du changement autour de soi, on peut changer la société, on peut résoudre vraiment des problèmes. Il y a plusieurs manières de se comporter face à un problème. Chaque jour, on constate un problème. On peut se plaindre, on peut être indifférent ou on peut décider de proposer une solution. Et l'entrepreneuriat permet justement de le faire. Et il y a plusieurs manières d'entreprendre. Vous pouvez entreprendre tout simplement, comme je l'ai dit, parce que vous avez vu un problème que vous essayez de résoudre. Exemple, je suis dans un quartier, je me rends compte qu'il n'y a pas de pressing à proximité, je peux en créer. Ce n'est pas parce que j'aime les habits propres, c'est juste parce qu'il y avait une opportunité, j'en ai créé. Et ça, c'est une manière d'entreprendre qui est très bonne. Et il y a également une autre manière qui est en fait d'aller d'une passion, de quelque chose qu'on a, pour lequel soit on a des compétences naturelles ou on a appris à aimer ou quelque chose qui nous passionne. Et en général, ce genre d'entrepreneurs, même si on ne les payait pas, ils le feraient quand même parce qu'en fait, ils sont passionnés. Et au travers de cette plateforme, justement, on accompagne ces entrepreneurs à pouvoir vivre de cette activité. Donc, comment je fais pour avoir plus de clients avec quelque chose qui me passionne? Comment je fais pour me faire connaître? Et comment je peux vraiment développer cette activité-là? Parce que si vous partez d'une passion, que vous arrivez vraiment à la développer, ça va vous rendre heureux, ça va vous permettre d'être épanoui, ça va vous permettre vraiment de vous sentir bien et c'est l'objectif en fait de la plateforme. Donc, c'est un peu ça. Et à chaque fois au niveau des ateliers, j'avais mis cette petite image qui n'est pas très belle, c'est vrai, mais qui permet en fait d'illustrer un tout petit peu le fait que dans le process, vous avez la vente. La vente, c'est l'objectif de tout entrepreneur, de tout freelance. Si vous faites des prestations pour lesquelles vous n'êtes pas rémunéré, ce n'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, c'est du bénévolat en fait. Donc, la vente, c'est vraiment l'objectif, entre guillemets, je vais dire final de l'entrepreneur. Et pour arriver à la vente, il faut pouvoir se faire connaître. C'est ça le marketing. Le marketing, c'est tout ce que je peux mettre en place pour me faire connaître et en particulier auprès de la bonne personne, auprès des bonnes personnes, auprès de notre cible. Et dans le marketing, vous avez la communication en fait qui est toutes les techniques. Une fois que j'ai identifié le marketing, comment je fais en pratique? Quelles sont les choses que je vais mettre en place? Et notre premier atelier portait justement sur la communication. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des freelances. Les freelances, j'en ai parlé dans le groupe. Donc, il y a un groupe privé Wise qui est beaucoup plus intimiste, on va dire, où on peut échanger beaucoup plus librement.
où je partage également des tutos, des vidéos, des astuces. J'avais parlé des freelances en disant qu'en freelance, bon, quand nous disons freelance, un freelance, en fait, c'est un indépendant. Donc, c'est quelqu'un qui travaille à son propre compte, qui vit de son activité. Ça peut être un consultant, ça peut être quelqu'un de créatif. Là, on parle de graphiste, d'illustration. Ça peut être, en fait, quand vous prenez un électricien chez vous ou un plombier, en général, c'est quelqu'un qui est indépendant. Si vous, voilà, les indépendants, si vous êtes dans les métiers du web, ce qu'on appelle les métiers du web, donc rédaction web, community manager, en général, vous êtes indépendant. Et pour pouvoir vraiment se faire connaître aujourd'hui, en tant que freelance, il y a une partie qui est importante. C'est ce qu'on appelle les créateurs de contenu. Donc, classiquement, nous allons partir en fait de quelques exemples. Donc, en général, moi, j'essaie de vous donner quelque chose de concret pour que vous voyez un tout petit peu à quoi ça ressemble. Là, vous avez des blogs. J'ai pris d'abord des blogs. On parle des créateurs de contenu. Un blog, en réalité, c'est dans un site, vous pouvez créer un site Internet, globalement. Donc, vous pouvez avoir une partie blog. La partie blog, c'est une partie où vous écrivez des articles, donc où vous écrivez régulièrement des articles de manière descriptive pour pouvoir permettre à quelqu'un qui a besoin de… Vous savez, quand on fait des recherches Google, vous tapez, vous arrivez sur un site qui vous présente un article qui propose une solution. Donc, il y a des freelances qui ont compris l'importance d'avoir des blogs de qualité. Et là, nous avons Ah, Cédric, enfin tu es là, Cédric. On parlait de toi justement au début. Donc, nous avons ce blog, Danilo Duchesne. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez. Alors, ce sont des… Danilo Duchesne, il est en France. Si vous en connaissez, bon, nous allons déjà commencer par cela. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me faire signe aussi. Ça pourrait être intéressant. Danilo Duchesne. Oups, je vais fermer ça. Ça, c'est son site. C'est un freelance en tout ce qui est publicité Facebook. Publicité Facebook, publicité Instagram. Et là, il a refait son site. Quand il a commencé, ce n'était pas comme ça. Il a refait son site. Il le dit clairement, j'aide les e-commerce et les PME à booster leurs ventes en ligne grâce aux publicités Facebook et Instagram. Ça, c'est ce qu'il fait. Il a fait une école, je pense, de communication un tout petit peu. Il a commencé des stages comme tout le monde. Il a eu la possibilité de travailler en agence, mais il a choisi de se mettre à son propre compte. Et en fait, ce qu'il a commencé à faire, c'est le blog. Il a commencé à faire un blog, mais un blog très complet. Personnellement, alors en ce qui concerne les publicités Facebook, vous allez trouver plein de choses sur Internet, des personnes qui vous parlent de formation, des personnes qui vous disent plein de choses. Mais quand moi, je suis tombée sur ces articles, je me suis juste dit, waouh, ce gars sait de quoi il parle en fait. Parce que, alors si vous voyez, alors ça parle de 14 minutes de lecture, 18 minutes de lecture, 15 minutes. Ce sont des articles qui sont très complets. Ce n'est pas des articles génériques. Ceux qui sont un peu dans le domaine de la rédaction web savent qu'il y a des critères pour écrire des articles. Il y a des articles qui sont des fois très sommaires. C'est juste bonjour, voilà, au revoir. Mais ces articles sont très complets. Ils détaillent, il met des photos, il explique. Et en fait, il a fait ça sur, on va dire, au bout de 2 ans, il est devenu vraiment une référence. En fait, si vous tapez publicité Facebook carrément dans Google, vous allez tomber sur lui en fait. Tellement il a pris le temps d'écrire des articles. Il y a une manière d'écrire des articles, on aura l'occasion d'en parler. Et qu'est-ce que ça donne? Il y a des personnes qui vont dire oh, de toute façon, les gens ne lisent pas, personne ne lit, etc. Ce n'est pas faux. Les gens lisent de moins en moins. Nous allons parler des vidéos tout à l'heure. Mais en réalité, quand vous arrivez, vous êtes un e-commerce ou comme il a dit, une PME. Vous voulez une solution par rapport aux publicités Facebook. Vous arrivez là, vous vous dites quoi? Vous regardez, vous voyez un monsieur qui propose… Alors, il a plein d'articles, plein d'articles.
Vous voyez un monsieur qui propose plein d'articles très complets, qui écrit vraiment de manière détaillée. Vous vous dites, celui-là, quand même, il sait de quoi il parle. Hein? On dirait que c'est un expert. Je vais le contacter pour voir s'il peut m'aider. Je vais lui proposer quelque chose. Je vais demander un avis, demander un conseil. Même si au départ, j'étais un e-commerce et que j'avais, je prends un exemple, j'avais 100 000 francs de budget pour une publicité Facebook, je ne vais pas venir en mode « Ah, moi, j'ai 100 000 francs, fais-moi ci, ça, ça, ça. » Non. Je vais venir en mode « Danilo, voici mon projet. Pour le moment, j'ai 100 000 francs de budget. Qu'est-ce que tu en penses? » Pourquoi je vais poser cette question? C'est parce qu'il se présente comme un expert. Tout ce qu'il m'a donné me fait me dire, en fait, ce monsieur sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Et par conséquent, je viens à lui en tant que consultant. Je viens lui demander un avis. C'est pareil pour ce monsieur qui s'appelle Mathieu Desroches, qui en fait s'occupe de productivité, de gestion du temps pour des entrepreneurs aussi, et qui a développé une partie vraiment de ressources, donc de blog, podcast, mais le podcast est récent. Le blog depuis, alors je pense 2 ans, donc il vit au Canada également. Bon, je dis également, il vit au Canada. Je vais juste reprendre la partie blog pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous les connaissiez? Vous voyez, vous avez beaucoup d'articles. Beaucoup d'articles. Ah, il a changé son interface, tiens. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Vous avez des articles comme ça. Vous avez des articles beaucoup plus détaillés. Alors, je voulais voir l'article suivant. Il est là. OK, Nicole. Et voilà. Vous avez des articles détaillés qui vous expliquent globalement. En réalité, quelqu'un pourrait se dire, bon, moi, je suis freelance. En fait, je vends mes prestations de gestion de temps, de gestion de productivité. Il fait de la formation, il fait de l'accompagnement. Pourquoi je me fatiguerais à écrire un blog? Mais là, vous voyez, il écrit un blog, il détaille. Hein, ce n'est pas des blogs génériques. Il détaille. Et en écrivant ça, qu'est-ce que ça fait? C'est toujours le même système. Au bout d'un moment, à force d'écrire, à force de créer, les personnes viennent à vous en se disant ce monsieur, il m'a l'air quand même de savoir, de s'y connaître en fait en gestion du temps. Et ça change un tout petit peu le positionnement. Parce que quand vous êtes freelance, comme j'en parlais dans le groupe, quand vous êtes freelance, l'erreur, ce qui arrive souvent, c'est que les personnes viennent vous imposer en fait quelque chose. Elles viennent en mode, moi je veux ça, 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 je veux ça, ça, ça. En général, elles n'y connaissent rien, elles ont une idée. Elles vont vous dire, par exemple, pour le graphisme, je veux un logo comme ci, comme ci, comme ça, comme ci. En fait, elles ne vous demandent pas votre avis. Elles sont en train de payer une prestation. Mais en vous positionnant en fait comme expert dans un domaine donné, vous changez un tout petit peu le rapport parce que la personne vient à vous, mais la personne sait que, bon, je viens, mais ce monsieur m'a l'air vraiment de savoir ce qui se passe. Donc, je vais lui faire confiance. Et c'est un peu le même système. Au niveau des blogs, donc j'ai parlé de Danilo, j'ai parlé de Yeza aussi, vous allez le voir. Elle, alors, je n'avais pas ouvert son site. Elle, c'est également elle a des bonnes ressources, par contre. Je vous conseille, hein, si vous aimez lire. Bon, de toute façon, si vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut aimer lire. Hein. Il faut aimer lire. Donc, Yeza, elle est aussi coach formatrice. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours le même système. C'est qu'en fait, elle a commencé vraiment avec du blogging. Elle a commencé avec du blogging et au contraire, c'est à force de faire du blog que des personnes lui ont dit est-ce que tu peux nous aider ici parce que je vois que on voit que tu t'y connais. Elle a parlé vraiment, elle s'est positionnée dans ce qu'on appelle le personal branding pour les entrepreneurs. Donc, elle vit aussi en France et c'est pareil. Donc, elle a vraiment développé son blog, parlé de
de plein de choses, comment développer son personal branding sur LinkedIn. Et c'est toujours le même système. Hein. Les personnes diront, oui, mais on ne lit pas. Mais en fait, il faut comprendre que Google, c'est un moteur de recherche. Si vous créez du contenu comme ça, quand quelqu'un viendra taper personal branding entrepreneur, ça va vous présenter. Donc, quand la personne arrive sur votre site, elle tombe sur un bon article, elle se dit, ah tiens, elle regarde, elle se dit, ah, ben, je pense que celui-là, il a l'air vraiment intéressant. OK. Ensuite, elle voit votre offre, elle voit ce que vous proposez, elle peut vous contacter, mais elle vous contactera en mode consulting. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression, en regardant ce que vous faites, que vous savez ce dont vous parlez. Nous allons y revenir donc au niveau de cette partie-là. Pareil pour le contenu. Là, j'ai parlé des blogs donc écrits. Au niveau des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, donc on connaît tous des influenceurs ou des personnes qui ont un certain impact. Il y a ce qu'on appelle des créateurs de contenu. Alors, je pense que j'ai déjà parlé de Philippe. Philippe, pour sa chaîne Investir au pays, aujourd'hui, plus de 500 vidéos, je pense même plus, hein, beaucoup plus de 500 vidéos où il parle depuis plus de 2 ans de comment faire de l'investissement en Afrique pour les personnes qui sont de la diaspora. Alors, au bout de 2 ans, au bout de plein de vidéos, il s'est positionné comme un expert. C'est-à-dire que le gars n'a pas fait, il n'a pas fait d'école d'entrepreneuriat ou d'investissement. Il n'a pas eu, entre guillemets, des relations super. Parce que souvent dans ce domaine, on vous dit, bon, si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé du contenu régulièrement. Au bout d'un certain moment, les gens, en l'écoutant parler, se sont juste rendus compte que ce monsieur, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle, il donne des conseils très pratiques, il dit des choses très pratiques. Ses vidéos sont gratuites, ça lui coûte du temps, ça lui coûte de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au bout d'un moment, il s'est positionné. Et alors, les gens ont commencé par lui écrire, Philippe, moi, je voudrais investir au Sénégal, comment je fais? Il te dit, OK, pour pouvoir avoir des conseils, écoute, tu me paieras, je ne sais pas, 100 €, 200 € et on va régler ça. C'est comme ça. Il s'est positionné au fur et à mesure parce qu'il crée du contenu. Donc, je pense que Philippe Simo, vous le connaissez. Ensuite, il y a ce monsieur, alors, je ne sais pas qui connaît Will.m. J'imagine que oui, quand même. Will.m, alors moi, personnellement, j'avais été un peu choquée positivement hein, de sa vidéo après son retour parce qu'il avait fait une longue pause. Alors, c'est un créateur de contenu. C'est un vidéaste à la base. Donc, il se positionne du côté des contenus. Il crée des vidéos courtes au départ avec un certain impact, avec beaucoup de suspense. Le monsieur avait fait une pause. Il a 25 ans, Will.m. Il avait fait une pause de 2 ans. Et en fait, quand il est revenu juste annoncer qu'il allait poster une autre vidéo, il a créé une page YouTube. Il y avait 0 contenu, mais il a eu une flambée de likes, je ne sais pas, des dizaines, des centaines de milliers de likes en peu de temps. Pour dire, donc, il s'est positionné au fur et à mesure en créant du contenu de qualité. Il s'est amélioré. Ses premières vidéos, ce n'était pas top, mais il s'est amélioré, il s'est positionné au point où tout le monde lui conseillait de se lancer dans le monde de la vidéo, dans le monde du cinéma, parce qu'il s'est positionné. Pourquoi? Parce qu'il a créé du contenu. Je vous dis toutes ces choses, c'est pas pour avoir 5 millions de likes. Donc, c'est pas pour avoir 5 millions de likes. Là, on parle des freelances. Comment vous faire connaître en tant que freelance? Le point commun de tout cela, c'est de comprendre que le contenu est roi. Si vous cherchez, vous le verrez partout. On dit content is king. Le contenu est roi. Si vous êtes freelance, si vous êtes indépendant, quel que soit le domaine, si vous avez pour objectif d'être, que vous soyez à temps partiel ou à temps plein. Le freelance, ça concerne aussi les profs. On a une prof de piano, je ne sais pas si elle est connectée aujourd'hui, mais ça peut être juste des profs, ça peut être toute forme, ça peut être des rédacteurs web. Dans le groupe, on a des rédacteurs web, on a des community managers. Ça peut être toutes sortes de métiers. Le contenu est roi. Les gens, ils arrivent sur Internet, ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas qui vous êtes.
Ils n'ont jamais entendu parler de vous. Ils ont juste ce que vous leur montrez. Ils ont besoin d'être rassurés. Comment fonctionne en général le côté freelance? Je veux engager alors, je veux faire des travaux chez moi. Nous, on avait fait, à un moment, mon tuteur avait fait dans sa maison une fresque avec un peintre qui était venu faire quelque chose de particulier. Je veux un peintre comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je demande aux gens s'ils connaissent quelqu'un qui est bien. Alors, on va me dire, oui, je vais appeler un tel. Bon, je pense qu'un tel est bien, un tel est bien. Et c'est comme ça, c'est par le bouche à oreille, en général, que vous commencez à recruter un freelance. Et ça marche aussi. Actuellement, peut-être, il y en a qui se font connaître sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur toutes ces choses. Et c'est bien. Ce sont des bonnes plateformes. Mais il faut comprendre que le monsieur ou la dame qui arrive sur Internet, qui voit votre nom, elle ne sait pas qui vous êtes. Il y a beaucoup d'escrocs, il y a des gens, tout le monde dit qu'il est bon. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'image que la personne va avoir de vous. Et cette image, il faut vous positionner par du contenu, en fait. Il faut trouver une plateforme, nous allons le voir, qui vous permette globalement de pouvoir exprimer, de pouvoir créer du contenu, de pouvoir montrer que vous êtes bon. Et c'est quelque chose qui est toujours payant. C'est pas possible d'être régulier sur ça et qu'au bout d'un moment, ça ne marche pas. Moi, j'ai créé mon blog. J'avais créé un blog il y a plusieurs années, je pense en 2014 ou en 2015. Jusqu'à présent, je n'écris plus sur ce blog depuis vraiment longtemps. J'écris vraiment très rarement. Jusqu'à présent, il y a des personnes qui me contactent pour me demander des conseils par rapport à un article que j'ai écrit à l'époque. Mais jusqu'à présent, des personnes m'écrivent pour dire « Ah, j'ai vu telle chose, est-ce que tu peux me conseiller ?» Pourquoi ils me disent ça? C'est parce qu'ils ont eu l'impression en lisant ce blog que je savais de quoi je parlais. Voilà. Donc, nous allons vraiment nous baser sur ça pour pouvoir comprendre. Comme je l'ai dit, le parcours classique. Si vous êtes freelance, bon, en général, le parcours classique, c'est quoi? Je vais dans une école, je finis, j'ai mon diplôme, je fais mes stages, j'ai de l'expérience, je pose mon CV, je passe des entretiens d'embauche. Ça, c'est le parcours classique pour ceux qui vont aller travailler dans des entreprises. Ceux qui travaillent à leur propre compte, soit par choix, soit parce qu'ils veulent faire quelque chose à temps partiel. Hein. Ça peut être, je suis comptable dans une entreprise, mais je veux aussi également être comptable pour aider d'autres personnes et voilà, me faire un peu d'argent de côté. Ou bien je travaille un peu en entreprise de temps en temps sur des missions et le reste du temps, je suis à mon compte. C'est possible. Vous n'avez pas ce parcours classique-là. Donc, vous devez vous-même développer ce qu'on appelle votre réseau parce que les gens vont vous contacter parce que quelqu'un vous a recommandé ou autre. Donc, il y a le bouche à oreille, certes. Il y a le réseau physique, donc les personnes que vous connaissez, les personnes avec qui vous travaillez, vos collègues, votre entreprise, etc. Il y a tout ce qui est rencontre d'entrepreneurs. Mais au niveau du réseau digital, vous avez la possibilité de vous faire connaître par du contenu. Il faut résoudre des problèmes des gens. Si vous êtes graphiste, bon, on va le voir, il y a des personnes par rapport à votre domaine qui se posent des questions. Là, dans le dernier atelier, on avait parlé de pâtisserie. Alors moi, je suis nulle en pâtisserie. Et j'étais dans une situation où j'avais besoin de commander un gâteau pour une amie et je n'y connais absolument rien. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des recherches pour savoir, voilà, tel gâteau, tel gâteau. Si, imaginons que j'étais tombée sur un site à Dakar avec une personne qui m'avait vraiment bien détaillé certaines choses, j'aurais été tentée d'aller commander là-bas, d'aller voir un peu ce que cette personne fait. Pourquoi? Parce que j'avais un problème, cette personne l'a résolu et je vais vers elle. Cette personne, je la vois soudain en me disant, ah tiens, elle est quand même, j'ai l'impression vraiment qu'elle s'y connaît. C'est un peu ça. Donc, pour un freelance, il faut vous positionner comme un expert. Si vous voulez vous faire connaître sur du moyen à long terme, parce que ce n'est pas forcément une stratégie qui vous permettra dans un mois ou dans 2 mois de rentabiliser, non. Quand vous créez du contenu, c'est sur du moyen terme. Il faut compter 6 mois, parfois 1 an, parfois 2 ans, mais il faut se projeter en fait. Il faut se projeter et voir que c'est quelque chose qui est rentable sur du moyen au long terme. Il faut vous positionner comme un expert et ce n'est pas vous qui devez le dire. C'est pas vous qui devez dire moi je suis l'expert, comme une fois j'ai vu sur un site où la personne disait
numéro un, bon, je ne vais pas donner les détails, numéro un de telle chose. Au Sénégal, je me suis dit, mais qui t'a mis numéro un en fait? Parce qu'il n'y a rien qui dit que tu es numéro un, c'est la personne elle-même qui s'est déclarée, auto-déclarée numéro un. Ce n'est pas un classement, c'est rien du tout. Ce n'est pas comme ça que vous devez faire. Vous devez vous positionner en tant qu'expert en montrant juste que vous êtes un expert. Donc, vous devez créer du contenu qui parle de ce que vous faites, des choses réelles, de ce que la personne fait. Et en fait, en Afrique, vous avez, mais le champ est vierge parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. C'est pas comme peut-être en France ou en Europe de manière générale où les gens ont compris depuis belle lurette, où les gens essaient vraiment de le faire et donc il y a quand même une concurrence. Ça nécessite d'être un peu plus technique sur certaines choses, mais en Afrique, c'est vraiment large en fait. Vous avez vraiment la possibilité de vous faire votre place en créant du contenu, en vous disant que ça va sur le moyen terme, ça va porter. Vous devez aussi montrer votre expérience. Quand les gens arrivent, ils voient ce que vous faites, ils ont bien envie de voir ce que vous avez déjà fait. Donc, si vous avez un portfolio, donc là, on va parler de graphisme. Oui, on va bientôt le faire. On va parler de graphisme. Si vous avez une expérience, des choses que vous avez déjà faites, bien sûr, il faut demander la permission aux personnes avec qui vous avez travaillé. Vous pouvez le montrer. Si vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez en créer. On va le voir. Vous pouvez en créer, en fait. Si moi, je vends du service, je suis rédacteur web, je peux écrire des articles pour des personnes sans qu'elles ne me payent. Donc, je ne peux pas me dire que je n'ai pas d'expérience. Je peux écrire des articles, je peux écrire 10, 20 articles pour des personnes différentes sans que la personne ne me paye et je peux ensuite mettre des liens en disant voici un exemple des articles que j'ai écrits. Pareil, si je suis graphiste ou si je suis illustrateur, je peux créer des choses pour des personnes parce que c'est du temps, c'est vrai, mais ça ne nécessite pas un coût physique. Donc, même si vous n'avez pas d'expérience, beaucoup d'expérience, ça, c'est libre à vous de créer votre expérience. Ce n'est pas un frein. Les cas clients, donc des personnes que vous avez eu à accompagner, vous pouvez en parler, des personnes que vous avez eu à travailler avec, des photos, des vidéos. Vous pouvez renforcer la confiance des clients également en montrant si vous avez des personnes, des partenaires, des personnes avec qui vous travaillez, qui vous ont fait confiance, vous pouvez en parler. Donc, les retours clients, les témoignages, les partenaires, pareil. Si vous avez, vous pouvez introduire ce qu'on appelle le personal branding. Donc, on fera un atelier spécial sur le personal branding. C'est ce qu'on appelle le capital sympathie, c'est-à-dire quand les gens arrivent, vous savez, les gens s'attachent non pas seulement à ce que vous faites, mais ils s'attachent même à pourquoi vous le faites. Ils s'attachent à votre personne. Donc, vous avez la possibilité au niveau de votre ligne éditoriale, ça on en a parlé dans le premier atelier, d'introduire des notions de personal branding, d'introduire des notions de vous et vous allez créer un attachement avec les personnes qui vont venir parce qu'elles ont l'impression de vous connaître. Mais bien sûr, il faut l'encadrer et ça dépend du domaine. Si vous êtes quelqu'un qui gère les millions de vos clients, vous n'allez pas montrer certaines choses parce qu'il s'agit de grosses sommes d'argent. Les gens ont besoin d'avoir quelqu'un de sérieux. Donc, ça dépend. C'est un processus, comme je l'ai dit, qui prend des mois, des années, mais qui est toujours rentable. Et comment vous pouvez faire ça? Vous pouvez le faire par plusieurs moyens. Le site, alors le site, franchement, il faut créer des sites. Le site, il y a tellement de possibilités à faire sur un site Internet. Tellement de possibilités. Tellement de possibilités. Vous voyez le blog là de Danilo, mais tellement de possibilités. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il le fait par le site, en fait. Vous avez tellement de possibilités dans un site vitrine. Vous pouvez écrire vos articles. Vous pouvez utiliser des pop-up pour récolter des mails. Vous pouvez retargeter, ce qu'on appelle du retargeting, c'est-à-dire que les personnes qui visitent, comme moi, je visite cette page, lui, il peut faire une pub Facebook qui va s'adresser à moi parce qu'il y a des moyens d'utiliser ce qu'on appelle le pixel Facebook, mais on ne va pas rentrer là-bas. Là, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous
Vous pouvez utiliser un site internet vitrine avec un blog pour vous faire connaître. Tout cela, bien sûr, ça va nécessiter certaines notions de construire son site. Très facile. C'est très facile de construire un site. Il y en a qui le font en 24 heures. Vous n'avez pas besoin, quand vous êtes un freelance, d'aller payer, je ne sais pas moi, moi, j'ai eu des devis à 5 000 euros. Je dis, OK. J'ai eu des devis à 5 000 euros, 3 000 euros. Vous n'avez pas besoin. Il y en a qui j'ai des devis de 500 000, 600 000. Ça dépend de ce que vous voulez faire, hein. Il n'y a pas de problème avec les devis des sites. Chaque chose a son prix. Mais pour un freelance, vous avez besoin de ce qu'on appelle un site vitrine. Quelque chose qui dira, bonjour, moi je m'appelle X, voici ce que je fais, voici ce que j'ai déjà fait, voici comment vous pouvez me contacter. Ça, c'est ce que vous êtes, un site vitrine. Et ça, vous pouvez le faire facilement avec une petite formation WordPress. Ou même si vous êtes autodidacte, vous pouvez très facilement le faire. Vous n'avez pas besoin de mettre un mois à faire du code, ce n'est pas la peine. Donc, vous pouvez apprendre à construire votre site sur WordPress. Il vous faudra juste des petites techniques de rédaction, savoir comment écrire. Et si vous dites que vous n'êtes pas bon en écriture, ce n'est pas grave. Vous pouvez déléguer. Vous n'êtes pas obligé d'écrire vos articles. Il y a des personnes qui, justement, sont rédacteurs web qui peuvent le faire. Vous pouvez donner des idées, sachant qu'en général, si vous êtes dans un domaine, vous maîtrisez ce domaine, a priori. Si vous êtes freelance, si vous êtes graphiste, vous maîtrisez. J'ai demandé à Cédric de m'expliquer la différence entre l'illustration 2D, 3D. Je n'ai toujours pas vraiment compris. Mais c'est normal, parce que ce n'est pas mon domaine. Lui, c'est son domaine. Il est passionné, il est forcément bon. Donc, l'écriture, ce n'est pas un frein. Si vous ne savez pas, vous pouvez déléguer, vous pouvez voir quelqu'un. Franchement, je n'ai toujours pas compris cette affaire-là. Donc, vous pouvez déléguer. Et il faut comprendre des techniques, comment utiliser Google, comment, voilà. Ça, c'est de la rédaction web. Ensuite, vous pouvez très bien utiliser les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Facebook, Instagram, on en a parlé dans le premier atelier, vous devez comprendre comment fonctionne Facebook, de savoir que Facebook… Ah, OK. Il y a des micros, parce que moi, je n'entends pas. OK, désolé. Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Ce que je vais faire, je peux faire ça. Non, c'est bon. Merci. OK. Voilà. Vous devez choisir le réseau, non pas en fonction de vous, pas en fonction de ce que vous aimez. Il y en a qui vous disent, moi, je vais sur Instagram parce que sur Facebook, franchement, les gens ne répondent pas, ça ne sert à rien, etc. C'est vrai que l'algorithme Facebook a changé. Et Facebook, si vous êtes sur Facebook, il faut plutôt penser aux vidéos. Il faut penser au groupe Facebook, éventuellement, aux communautés, et penser à la publicité. Si vous êtes sur Facebook, vous avez une page, il faut surtout penser à la publicité parce que c'est là où ça vous sera vraiment rentable. C'est l'algorithme qui veut ça. Mais je ne vais pas aller sur Instagram parce que sur Facebook, c'est entre guillemets compliqué. Tout simplement parce que si mon persona n'est pas sur Instagram, ça ne sert à rien. Si je veux parler à des femmes de entre 40 et 50 ans qui vivent à Dakar, je n'irai pas sur Instagram parce que je sais que la plupart des femmes de cet âge ne sont pas sur Instagram. Elles peuvent avoir un compte sur Instagram, mais elles ne fréquentent pas Instagram. Elles peuvent fréquenter Facebook, mais pas Instagram. Par contre, si je veux parler à des adolescents de 15 ans, de 16 ans, je sais que je peux les trouver sur Instagram. Donc, le réseau que vous choisissez ne doit pas être fonction de vos envies, ni de votre philosophie, mais doit être fonction du persona. Et c'est vraiment important, le persona. On en a parlé la première fois, mais je pense qu'on fera un atelier beaucoup plus sur le persona, où on va vraiment parler du persona. Voilà. Et bien sûr, on a parlé de la communication. Comment je définis ma communication? Si vous n'avez pas encore l'e-book, j'ai écrit un e-book justement qui parle de ça, qui parle de comment je communique, comment j'ai défini ma ligne éditoriale, comment j'établis ma stratégie social media et comment je fais en pratique pour créer de l'interaction, pour parler avec les personnes. Donc ça également, si je choisis d'utiliser les réseaux sociaux, LinkedIn, hein, ça dépend vraiment de votre cible. Si votre cible, vous voulez travailler avec certains types de personnes qui sont sur LinkedIn, il faut aller sur LinkedIn. Vous devez juste comprendre cela. Et YouTube également, comprendre comment fonctionne YouTube. Qu'est-ce qui fait la différence? Les gens vont sur YouTube, mais il faut savoir que YouTube, il y a des centaines, des millions de vidéos.
Donc, il faut choisir comment se positionner. Si, par exemple, je suis rédacteur web ou community manager, il y a plein de personnes qui ont parlé de community manager sur YouTube. Il faut que je trouve comment me positionner par rapport à ça. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, personnellement, je pense qu'il faut aller au début dans ce qui est facile pour nous. Il y a des personnes qui sont à l'aise devant une caméra. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous avez un bon téléphone, une petite résolution. Vous prenez un petit éclairage, un petit micro. Vous pouvez commencer à faire des vidéos YouTube. Vous pouvez faire un petit montage, des choses très légères. Ça dépend, là où vous êtes à l'aise. Si c'est l'écriture, si c'est les réseaux sociaux. Bon, si vous n'êtes à l'aise nulle part, bon, là, c'est un peu compliqué. Il faut apprendre. Voilà, c'est un peu ça. Oui. Et après, Jules, par contre, c'est pas mal si tu ne fréquentes plus les réseaux. Après, tu as toujours les sites. Moi, la méthode que je recommande le plus, c'est les sites Internet. Tu as toujours les sites, tu as la possibilité de faire du site. Et bon, on aura l'occasion justement peut-être de parler un tout petit peu de ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a des moyens payants également. On en a parlé, c'est la publicité, Facebook, Instagram. Il y a des plateformes qui vous proposent d'être visibles. Il y a des plateformes où des fois, on vous demande de payer 5 000 francs par mois pour être visible. Bon, je prends même l'exemple d'Expat. Expat te propose justement d'avoir une certaine visibilité. Il y a certaines plateformes. Il y a des choses, je pense que vous connaissez déjà, les partenariats, etc. Et ça, c'est cette petite image pour ramener sur ce que j'avais dit la dernière fois, que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un métier. C'était le modèle du e-myth qui expliquait que vous avez le technicien. Un freelance en rédaction web est très bon dans la rédaction web, mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément un bon entrepreneur. Or, pour être un freelance qui vit de son activité, il faut avoir des capacités d'entrepreneuriat. Si vous êtes graphiste, c'est pareil. Alors, il n'y a pas vraiment de différence entre le blog et le site. Tu peux avoir ton site internet, ton site vitrine avec une partie blog. Franchement, voilà. Tu as le site vitrine et tu as une partie blog. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de se former, de déléguer au fur et à mesure. Il faut y penser. Donc, il faut apprendre et ne pas hésiter à déléguer parce qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué. Si vous avez plein de choses à gérer, il ne faut pas hésiter à déléguer. Il vaut mieux des fois prendre une partie de ce qu'on gagne et payer quelqu'un d'autre pour faire quelque chose qui, au final, ne nous permet pas tant de progresser que ça. Voilà. Donc, en résumé, je vais un peu vite pour qu'on parle un peu pour qu'on parle du cas pratique. En résumé, il faut son expertise. Il faut démontrer son expertise en créant du contenu. Choisir la plateforme que vous voulez. Mais nous, en tant que client, on a juste besoin de savoir que vous savez ce que vous dites. Vous savez que vous êtes vous. Il nous faut une preuve. Il faut quelque chose qui nous dise que vous n'êtes pas en train de raconter n'importe quoi. Et ça, on a besoin de le voir au travers de ce que vous dites. Et ce que vous dites doit être exprimé au travers d'une plateforme. Vous pouvez choisir le site, vous pouvez choisir les réseaux sociaux, vous pouvez choisir YouTube, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais nous, on a juste besoin de savoir que vous êtes bon. Démontrez votre expertise, montrez votre portfolio, ce que vous avez déjà fait. Si vous n'avez pas encore d'expérience, vous pouvez en créer en proposant quelque chose de gratuit pour les gens. Je vais en parler avec Cédric, de Cédric tout à l'heure par rapport à Doric. Les témoignages. Donc, si vous avez travaillé avec des personnes, récoltez des témoignages. Demandez-leur, par exemple, si vous avez un site, c'est parfait, demandez-leur d'écrire un petit mot que vous pouvez mettre sur le site. Si vous avez des réseaux sociaux aussi, c'est pareil. Et il faut bien choisir sa cible. Il faut connaître son persona, en fait, dès le départ et choisir comment être visible auprès de sa cible. Comme je l'ai dit, ne pas hésiter à faire du gratuit au début pour montrer son expérience. Parce que si vous n'avez… Imaginez quelqu'un qui vous dit « Je développe des sites web. Je crée un site web. » Et il n'a jamais créé de site web pour quelqu'un. Moi, j'ai un peu du mal à venir payer pour quelqu'un qui n'a jamais créé de site web pour quelqu'un. C'est bizarre. Mais si, par exemple, cette personne me montre 2, 3, 4 sites qu'elle a créés, je peux me dire, ah tiens, ce que j'ai vu là, ça me semble intéressant. Je veux bien
je veux bien un site comme ça, j'ai confiance. Donc, si vous n'avez pas encore de clients, parce que quelqu'un m'avait dit comment se positionner en tant qu'expert au début, comment je me positionne si en fait je viens de débuter. Je crois que c'est Bintou qui m'avait posé la question, qui avait posé la question. Comment je me positionne? En fait, il faut créer du gratuit. Si vous faites des sites web, décidez de créer un site web, je ne sais pas moi, un e-commerce. Faites un exemple d'e-commerce. Faites un exemple d'un site. J'avais fait un truc, je crois, pour les infusions de thé. Faites un truc pour les infusions de thé. Faites un site d'événements. Créez différents sites parce que la personne qui arrive pourra se projeter. Et ces sites que vous avez créés, même si ce n'est pas des clients qui vous ont payé pour cela, vous pouvez les mettre dans votre portfolio. Voici, j'ai créé ça. Et les personnes peuvent se projeter. Et après, quand vous allez avoir des vrais clients, vous allez pouvoir mettre ça. J'ai travaillé avec un tel, voici son site. J'ai travaillé avec un tel, voici son site. Voilà. Alors, non. Il faut payer. Il faut payer par rapport à Cédric. Merci pour ta question. Tu dis, est-ce qu'il vaut mieux, je lis sa question, il demande s'il vaut mieux opter pour un site web avec un hébergement gratuit, style monsite.wixsite.com ou un site payant personnalisé du site monsite.com. Il faut payer. Je sais qu'on n'aime pas trop ça, mais il faut payer. Après, Wix, c'est une plateforme qui n'est pas mal. Wix a eu des problèmes à un moment de référencement. Parce qu'en fait, globalement, vous aviez un site sur Wix, vous venez, vous tapez et le site n'apparaît pas sur Google parce que Google avait un souci avec Wix, avec certaines pratiques Wix. Mais je pense qu'ils ont dit que c'est réglé. Mais même par rapport à WordPress, il vaut mieux prendre un truc payant. Pourquoi? Parce que ça va vous offrir plus de possibilités. Tout ce dont j'ai parlé, par exemple, je disais, sur un site, par exemple, WordPress, vous venez, je visite la page. Quand je visite une page, je peux connecter mon site à Facebook et Facebook me dira un tel, Sonia est venue visiter la page, telle page. Et moi, j'ai la possibilité dans Facebook de faire une publicité où je cible Sonia. Vous imaginez un tout petit peu. Donc, quelqu'un vient sur… C'est ça qui explique que des fois, vous allez sur un site, vous regardez et quelques jours plus tard, vous voyez une publicité Facebook comme de par hasard. Ah, tiens, c'est le site où j'étais. Ça, c'est des possibilités que vont vous offrir un site payant. Un site que vous avez avec votre nom, sans compter le côté professionnel. Si vous venez, vous mettez adoric.wixsite, ça fait pas joli en fait. Ça fait pas très professionnel. Mais si vous mettez adoric.com, les gens voient que c'est beaucoup plus sérieux. Et ça vous offre plus de possibilités. De manière générale, vous savez, le gratuit, c'est bien quand on veut faire du gratuit. Mais quand vous voulez gagner de l'argent avec, il vaut mieux mettre les choses correctement, en fait. Voilà. Alors, j'ai dépassé un peu le temps, mais bon, ça va aller, je pense. Hein. N'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, à poser des questions. Si vous avez des questions, on va y arriver. Alors, mon cher ami Cédric, Adoric est graphiste illustrateur. Alors, un parcours particulièrement atypique sur lequel je ne vais peut-être pas insister, mais pas un parcours très typique. Là, j'ai mis un tout petit peu certaines choses qu'il fait. Donc, là, je pense que c'est le logo. Ce sont des illustrations. Ça, c'est une illustration faite pour Fabella, pour ceux qui connaissent. Enfin, je pense que vous connaissez, qui est un site e-commerce au Sénégal. Des exemples de ce qu'il fait. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, donc je crois que c'est ce qu'il aime aussi, qui sont en fait la possibilité de faire des messages au travers des différentes illustrations, tout simplement, des messages, voilà, et de partager. Donc, là, on parle d'un freelance qui est graphiste. Ouais, j'aime bien aussi. Moi, j'ai bien aimé celui-là. C'est vraiment ça. L'illustration a l'avantage, comme on dit, une image parle plus que des mots. Mais si on associe les deux, c'est encore mieux. Donc, c'est vraiment ça. Il est graphiste illustrateur. Alors, je ne sais pas vous, moi, quand je parle de graphiste, quand je pense à un graphiste, moi, je pense au créa. Donc, je pense au visuel, je pense au logo, je pense au web design. Une fois, j'ai travaillé avec quelqu'un qui faisait du web design. C'était vraiment top.
Je pense à plein de choses. Voilà. Alors, lui, il m'a précisé, il ne fait pas de print. OK? Donc, quand je dis print, c'est les flyers, les affiches, etc. Non. Et il a une passion, c'est l'illustration. Donc, sa passion, c'est de faire des messages, c'est de faire passer des messages au travers de, voilà, d'une illustration. Et il aimerait, le projet, c'est de vivre de sa passion à temps plein. Donc là, on parle des messages. Donc, faire des illustrations comme cela, et travailler avec des écoles, travailler avec des ONG par rapport à ça. Ça, voilà, c'est l'objectif. Alors, moi, je lui ai proposé une stratégie en 2 étapes. De l'animation. Ah, pardon, j'ai oublié l'animation. Effectivement, parce qu'il y avait des vidéos. Vous pouvez visiter sa page d'ailleurs, Adoric, où il donne, enfin, où il met son portfolio. Et vous avez l'animation 2D. Moi, je lui ai proposé, quand il m'a parlé de sa passion, et je sais que c'est sa passion parce qu'il en parle passionnément, quand il a parlé de sa passion, j'ai dit waouh, c'est top, mais peut-être dans l'immédiat, ce n'est pas tout de suite rentable parce qu'il faut travailler avec des ONG, il faut travailler avec des écoles, il faut travailler avec des personnes qui comprennent ces choses-là, qui comprennent l'intérêt de faire ce type de message, sachant que des fois, c'est très ponctuel. Donc, j'ai proposé 2 stratégies. 2 stratégies, à l'heure actuelle, c'est de vendre ses compétences. Parce que graphiste, illustrateur, animateur, donc tu es capable de faire plein de choses. Donc, c'est de vendre les compétences actuellement et de se positionner progressivement comme un expert dans le domaine de l'illustration en utilisant les techniques dont nous avons parlé tout à l'heure. Il faut se positionner comme un expert dans l'illustration, sachant qu'en fait, il n'y a rien sur l'illustration. Vous tapez, vous ne trouvez pas grand-chose au Sénégal, alors nada. Dans la sous-région, pas beaucoup. Il y a vraiment ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un domaine de niche. Vous avez la place. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Voilà. Et les 2 stratégies, on va les détailler. La première stratégie, comme je l'ai dit, c'est de vendre ses compétences à l'heure actuelle. Nous avions utilisé une approche dans les derniers ateliers qui était de partir du persona. Quand vous créez quelque chose, vous le créez pour… Beaucoup de personnes disent, moi, je veux que ça plaise à tout le monde, mon produit est fait pour tout le monde. C'est techniquement, c'est vrai, mais ce n'est pas une très bonne stratégie. Vous devez identifier ce qu'on appelle un persona, un groupe de personnes qui se ressemblent, sur lesquelles vous allez travailler et où vous proposez une solution concrète à un problème qu'ils rencontrent. Pour le graphisme, en général, vous pouvez travailler avec plein de personnes. Vous pouvez travailler avec des entrepreneurs, donc des particuliers, notamment les auto-entrepreneurs. Vous pouvez travailler avec les PME, donc les petites et moyennes entreprises. Vous pouvez travailler avec des agences de communication, notamment pour des événements. Vous pouvez travailler avec des particuliers pour des besoins ponctuels. Et j'avais proposé justement qu'au niveau du persona, vous alliez étape par étape. Donc, on l'avait fait pour Cécitasti. On ne prend pas tout le monde en même temps. Si vous êtes seul ou à 2, vous ne pouvez pas travailler sur tout le monde. En fait, vous n'allez rien faire. Vous devez prendre un groupe de personnes, travailler pour développer votre stratégie pour ce groupe de personnes. Ensuite, aller à un autre persona, Mais je pense qu'on va faire un atelier vraiment pour le persona parce que je crois que beaucoup de personnes ont des problèmes avec des personas. Voilà. Et le personnel des entrepreneurs, ils sont vraiment négligés. Moi, franchement, j'ai eu des demandes. J'ai discuté avec certaines personnes qui faisaient des propositions. Je me rends compte qu'ils ne comprennent pas très bien le concept actuel de l'entrepreneur qui est en train de venir, qui est en train de se développer au fur et à mesure. Nous avons l'exemple de Canva. Je parle souvent de Canva. Je m'excuse d'avance, je pense que je vais déborder un tout petit peu parce que j'avais mis 18 heures. Mais on a commencé avec 10 minutes de retard. Je m'excuse. Donc, pour Canva, donc, c'est une plateforme qui fait des visuels, qui vous permet de faire des visuels. Qu'est-ce qu'ils ont compris en fait, Canva? Canva, ils se sont dit, attendez, je vois qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux,
les personnes sont en train de, voilà, il y a quand même une catégorie de personnes, des entrepreneurs de plus en plus, il y a de plus en plus de freelance, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont sur Internet, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont besoin de créer des visuels, mais tout le monde n'a pas envie de payer l'abonnement Photoshop qui coûte très cher, enfin, très cher, qui est coûteux, on va dire ça. Tout le monde ne s'y connaît pas en Photoshop. Alors, nous, on va leur proposer une solution alternative. On va créer des designs déjà faits, on travaille avec des graphistes, des développeurs, on crée quelque chose et on leur demande de payer un abonnement. Écoutez, ça a marché, explosion pour Canva, explosion. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un groupe de personnes, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des PME, qui savent aujourd'hui que, en fait, le monde est en train de changer ou a déjà changé en fonction du pays où vous êtes. Aujourd'hui, la télévision a de moins en moins d'impact. Les gens regardent de moins en moins la télévision. Les gens sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone. Donc, en fait, si vous voulez avoir de l'impact pour ces entreprises-là, c'est de passer sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour pouvoir passer sur les réseaux sociaux, les gens sont sensibles au visuel. Ils veulent voir des jolies choses. Moi, mes besoins de créa, j'en ai plein. J'en ai plein des besoins de créa. Et il y a des entrepreneurs, des personnes. Moi, il y a des personnes qui me contactent des fois parce qu'ils ont des problèmes. Ah, moi, je ne sais pas faire ça. Comment je peux faire ça? Ça, c'est pas joli. Comment je peux créer ça, etc. Il y a un groupe de personnes qui est en train de, voilà, qui sont des entreprises ou des petites entreprises. Quand j'ai dit petite entreprise, c'est relatif. C'est-à-dire, ce n'est pas des multinationales. Des PME qui sont là, qui ont des demandes en créa. Et donc, l'une des choses qui est possible avec ces personnes-là, c'est de faire un partenariat, par exemple, avec un community manager. L'entrepreneur réagit à l'offre et la demande. Il faut voir. Je rappelle que son domaine, ce qu'il veut vraiment développer, c'est l'illustration-animation. Mais dans un premier temps, il faut faire une stratégie à 2 temps en ce qui lui concerne. Bon, ça, c'est ma proposition. Si vous avez d'autres idées, on est preneur. Pour la première stratégie, à l'heure actuelle, là, aujourd'hui, demain, dans 2 mois, qu'est-ce qu'il peut faire de manière à ce qu'il puisse développer cette activité-là? Pourquoi ne pas s'associer avec un community manager? Je m'explique. Il peut répertorier, donc tu peux répertorier des personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui sont des PME, qui sont relativement connues. Donc, je prends l'exemple du Sénégal, Fabella, Volume R, Mosan, vous trouvez quand même des entreprises qui commencent, qui émergent, qui sont là depuis quelques années, qui sont toujours présentes, qui font du chiffre d'affaires. Parce que, par exemple, quelqu'un m'a contacté pour me dire, OK, moi, je veux un community manager. Je dis, mais en fait, combien tu peux payer globalement pour ce community? Qu'est-ce que tu peux dégager dans ton budget pour ce community manager? Parce que c'est ça. Ce n'est pas très utile en tant que freelance graphiste d'aller vers des personnes qui n'ont pas la marge suffisante pour pouvoir, voilà, pour pouvoir payer. Donc, en prenant des entreprises qui ont déjà un certain chiffre d'affaires, OK, faire ce qu'on appelle la value journée. C'est-à-dire, il faut vous mettre dans la peau de ces personnes-là et comprendre quels sont leurs problèmes. Bon, je ne vais pas, moi, citer des noms parce que moi, j'observe beaucoup. J'ai visité les pages. Il faut visiter les pages, il faut voir. Vous pouvez déceler, en fait, les failles, les besoins de ces personnes-là et leur faire des propositions. Comme je dis, je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau, mais vous pouvez faire vraiment une liste hein, de ces personnes-là, répertorier ces auto-entrepreneurs ou PME. Imaginez en fait leur journée classique, donc leur value journée. Quels sont leurs besoins? Les approcher de manière intelligente. Là, je prends l'exemple, je suis graphiste, je m'associe avec un community manager. Je vois ces personnes-là, je dis, écoutez, moi, j'ai vu votre page, j'ai vu ça. Nous, on peut vous proposer ça. Moi, je peux vous proposer une offre. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait, Grâce. Il faut se faire connaître. Je lis ce qu'elle a dit, Grâce. Il peut se faire connaître par les différents médias, OK? Et se rapprocher des petites entreprises et des personnes d'image, exactement. Les influenceurs, tout à fait. Les Miss, les ambassadeurs de marque, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment très large. C'est vraiment faire une liste. On peut faire une liste par domaine.
On peut faire une liste pour les influenceurs. On peut faire... Parce qu'en fait, vous savez, les gens, ils vont sur les réseaux sociaux. L'objectif pour eux n'est pas le réseau social, si je peux m'exprimer ainsi. Quelqu'un qui est... je prends l'exemple de Héroïne. Héroïne, c'est une boutique cosmétique. C'est pas son objectif de venir gérer la page Facebook. Elle a une boutique. Mais elle est, en guillemets, obligée de le faire parce que dans la tendance actuelle, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Donc, elle a un besoin latent de pouvoir être déchargée de cette chose-là et de pouvoir proposer quelque chose de correct. Donc, vous pouvez approcher de manière intelligente. Je pense, je devais poster la vidéo dans le groupe, je ne l'ai pas faite. Je m'excuse. Mais c'est vraiment voir un tout petit peu. C'est grâce en anglais, pardon, grace. OK, d'accord. C'est venir dire, OK, je prends l'exemple de Héroïne, Gaëlle, bonjour, voilà, j'ai vu votre page, j'ai vu telle faille, ou telle, enfin, je ne vais pas dire faille, hein, j'ai vu telle chose, voilà ce que je vous propose. Et là, avec le community manager, vous faites une offre qui lui permettra d'avoir vraiment quelque chose de correct, où vous définissez, il définit sa stratégie, il définit un programme de publication, un programme de publication, et toi, par exemple, tu peux t'occuper de faire des créas par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait, décliné sous toute forme, sur tout type d'entreprise, sur tout type de PME, tout type de, voilà, d'auto-entrepreneur, tu peux le faire. Maintenant, tu diras, peut-être que les gens ne payent pas. Bon, on va y revenir. C'est ça dont je parlais. Il faut faire en fait, ne pas venir juste en mode, parce que Héroïne n'a pas besoin, en guillemets, d'avoir des jolis créas. Ce qu'elle a besoin, c'est qu'on s'occupe de sa communication. Je ne sais pas si tu vois la différence. Donc, l'offre peut vraiment se positionner par rapport à son besoin à elle. Et le fait de s'associer va vraiment te permettre en fait de proposer quelque chose. Toi, tu restes dans ton domaine, lui, il reste dans son domaine. C'est un partenariat gagnant-gagnant de faire une offre parce que lui, du coup, c'est à vous de vous entendre sur les modalités, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et quand j'ai dit à ce niveau, faire vivre le résultat au client, faites une proposition imagée. Faites une proposition. Vous écrivez quelque chose de correct, vous faites une stratégie. Bon, en général, le community manager, il sait un peu comment ça fonctionne. Il fait une stratégie, tu fais une ou deux créas, hop, tu lui montres. Ah, elle va se dire, ah tiens, tu commences déjà par parler comme ça et c'est bien après que tu vas proposer ton offre. Et il y a quelque chose, on avait parlé la dernière fois du concept de la vache pourpre. La vache pourpre, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le côté de pouvoir se différencier des autres. Et l'une chose que tu peux faire en différenciation, c'est la personnalisation. Parce que, vous savez, quand vous faites des créages, je ne sais pas, vous l'avez vu hein, avec les images, les photos, vous pouvez trouver les mêmes photos sur plusieurs plateformes. Surtout qu'en ce qui concerne les noirs, il n'y a pas beaucoup de photos, de belles photos sur les plateformes d'images. Donc, vous pouvez trouver la même photo sur plusieurs plateformes. Ce n'est pas très personnel. Moi, j'ai pris une photo sur une de mes plateformes. Un jour, j'ai un collègue qui a vu la photo ailleurs. Il dit, ah tiens, ça c'est Féerie Médical. Mais en fait, c'est parce que j'ai pris l'image. Je l'ai payée, mais en fait, quelqu'un d'autre peut la payer. Mais si je fais de l'illustration, si je fais quelque chose de particulier, quelque chose, un personnage ou quelque chose, on ne peut pas le retrouver ailleurs en fait, parce que je crée un personnage spécifiquement pour la plateforme, je crée un personnage spécifiquement pour cette personne-là. Donc ça, c'est vraiment un concept sur lequel, dans ton offre, ça peut vraiment très bien se définir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir également. OK. Bien sûr, là, je suis dans toutes les méthodes gratuites. Hein, donc, portfolio travail déjà accompli. Ce que tu as déjà eu à faire, tu peux leur partager. Tu peux créer, comme tu l'as fait sur tes réseaux, ou en tout cas, quelque chose qui regroupe tout ce que tu as fait et avec des détails où la personne peut aller voir pour avoir une idée de ce que tu as déjà fait. Tu peux également, comme je l'ai dit, tu peux faire des propositions. C'est-à-dire, même si, imaginons que tu n'as pas travaillé pour un influenceur, tu peux imaginer dans ton travail pour un influenceur, qu'est-ce que lui, il pourrait vraiment
ce dont il pourrait avoir besoin. Donc, tu peux également l'imaginer et le plaquer là. Et créer du contenu dans ce sens-là pour que la personne puisse se projeter. Donc, le portfolio. Pour la communication, si tu restes dans cette stratégie-là, tu peux décliner ta communication, si tu te rappelles, pour le premier atelier, on avait parlé de la communication. Tu peux le décliner par rapport à cette stratégie marketing-là. Il y a un besoin, en fait. Il faut juste très bien définir ton offre et le faire. Et tu n'es pas obligé de le faire tout le temps parce qu'en fait, à partir du moment où si ça commence vraiment à prendre et que tu commences à avoir des demandes, tu peux même voir d'autres collègues graphistes et voilà, et créer ce qu'on appelle un petit réseau en fait. Que ça ne soit pas toi tout le temps qui le fasse. Ça, c'est quelque chose, bon, ça c'est une autre évolution, mais ça, on pourra éventuellement en parler. Il faut faire ce qu'on appelle, moi je l'appelle démocratiser son offre. Bon, je vais essayer de finir à 15 maximum. Démocratiser son offre. Démocratiser son offre, c'est quoi? Il ne faut pas baisser les prix. Il ne faut pas rentrer dans une guerre de je vais faire le moins cher. Non, ce n'est pas l'objectif parce que quel que soit le prix que vous allez faire, moins cher, il y aura toujours moins cher. Moi, un jour, j'ai demandé un logo. J'ai vu un très beau logo. J'étais waouh. J'ai demandé le prix du logo. J'ai contacté le graphiste. Il m'a fait un devis de 500 000 francs CFA pour le logo. Et il m'a dit, ça coûte 500 000 francs. En même temps, tu as des personnes qui font des logos à 10 000 francs. Tu as des personnes qui font des logos à 20 000, à 50 000. C'est quoi la différence? Lui, il m'a dit le prix de manière sereine. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sa valeur de telle manière à ce qu'aujourd'hui, il peut se permettre de se positionner et de dire que je fais un logo à 500 000 francs. Donc, le prix n'est pas un point de… Chacun met le prix qu'il arrange. Maintenant, c'est juste, il faut justifier ton prix. Si tu fais un logo à 500 000 francs, tu sais très bien que tu vas discuter avec des personnes qui peuvent payer un logo à 500 000 francs. Mais tu n'iras pas discuter avec quelqu'un qui veut payer un logo à 10 000 francs. Ça n'a pas de sens. Donc, au niveau des prix, il ne faut pas rentrer dans la guerre des prix. Mais ce que j'appelle démocratiser son offre, c'est de faire en sorte que le prix puisse te convenir et convenir au client. Exemple. Alors, je vais juste voir. Exemple. Je veux juste vérifier si elle est là. Elle n'est pas là. OK. L'exemple, c'est quoi? C'est qu'on peut parler de la voiture. Une voiture, c'est vraiment l'exemple typique. Il y a des voitures. On peut acheter une Citroën 3. On peut l'acheter, je pense, actuellement une C3, je crois, à 2 500 000. 2 500 000, 3 millions, on peut avoir une C3. On peut rouler dans une Clio 2, une Clio 4. On peut rouler dans une Range Rover, je ne sais pas, ça coûte combien? 20 millions. Une Porsche, une Ferrari. Ce sont des voitures, en fait. Le but de la voiture, c'est de vous amener d'un point A à un point B. Si vous êtes dans une C3, vous allez arriver à destination. C'est juste une question d'expérience. Pourquoi je dis ça? On n'est pas forcément obligé de proposer une Porsche à tout le monde. Ton offre doit être définie en fonction de la personne avec qui tu es. Et je vais juste m'expliquer de manière simple. Moi, j'ai eu des propositions où on m'a proposé des offres de community manager à plus de 100 000. Moi, je suis, on va dire, auto-entrepreneur. J'ai une plateforme. Je discute avec quelqu'un qui me propose plein de choses. Hein. Donc, l'offre est très bonne. Mais la vérité, c'est que tout ce qu'elle m'a proposé comme option, je n'en ai pas besoin en fait. Il y a plein de choses dedans dont je n'ai pas besoin. Elle m'a facturé 100 000, 150 000, 200 000 parce qu'elle me proposait différentes choses dont je n'avais pas besoin. Mais elle ne m'a pas proposé d'alternative. Elle m'a dit, OK, moi, je fais une offre à 150 000 francs. Cette offre peut convenir à une entreprise qui a peut-être 1 million de bénéfices par mois, qui est capable de dégager, par exemple, 200 000 francs pour une offre de community manager. Ça, c'est possible. Mais quelqu'un qui, en guillemets, je prends un entrepreneur basique qui peut-être se fait 100 000 francs par mois de bénéfices, hein, de marge, il ne va pas aller payer 100 000 francs de community manager. Mais il a besoin d'un community manager. Comment je peux, moi, dans mon offre, décliner mon offre de telle sorte à ce qu'elle puisse correspondre à cette personne-là? C'est-à-dire que c'est à moi de voir dans ce que je suis en train de faire. OK, peut-être que je mets 6 heures, 12 heures de temps à créer un truc
parce que je suis en train de créer un truc, je ne veux pas dire trop perfectionné, mais je suis en train de faire quelque chose, mais la personne en face de moi n'a pas forcément besoin de ça. Elle veut une C3. Elle veut rouler. Elle veut arriver à destination. Pourquoi je ne lui proposerai pas quelque chose qui lui permet d'arriver à destination? Pourquoi je veux forcément lui imposer une Porsche alors qu'elle ne veut pas de Porsche? Et ça, c'est ce qu'on appelle travailler son offre. Il faut travailler son offre. On n'est pas obligé de tout donner à la personne. Il faut lui donner le choix. Dire, OK, moi, je peux te proposer ce forfait-là. Je prends un exemple, je propose ce forfait à 25 000 francs par mois. Je te propose ce forfait-là. Je fais ci, ça, ça. Si tu as 50 000 ou 100 000 francs, je peux faire ça, ça, ça. Mais il faut donner le choix à la personne. Et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés actuellement. Franchement, moi, je suis à chaque fois un peu triste parce qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. Il y a des personnes qui m'écrivent pour demander certaines choses. Mais je leur dis, OK, moi, je peux vous adresser vers ces personnes-là, mais je ne sais pas si tu as le budget pour. Parce que quand je vois l'activité que tu fais actuellement, ce que tu dégages comme chiffre d'affaires, ce n'est pas évident que tu puisses te le permettre. Pourtant, elle en a besoin. Mais c'est que les autres en face n'ont pas proposé une offre que tu peux travailler, hein, qui te permet de le faire. Et c'est ce que Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, je ne parlais pas… Cédric, Cédric m'a envoyé un message. Oups. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Cédric m'a envoyé un message. Donc, je ne parlais pas de la collaboration avec d'autres graphistes, forcément. Je disais, si, par exemple, imagine, parce que quand tu es freelance, tu es limité par ton temps. Tu ne peux pas faire plus que ton temps. Si, par exemple, tu as déjà des missions où tu travailles, si tu commences, imaginons que tu as 10 personnes qui te demandent de travailler avec elles par mois. Au bout d'un moment, tu ne peux pas. Donc, tu peux juste déléguer. Tu peux juste dire, par exemple, à des collègues graphistes, si, voilà, il y a telle proposition, si ça t'intéresse, la personne travaillera directement avec l'intéressé. Toi, tu te dégages de ça. Peut-être maintenant, pour les mettre en contact, peut-être tu peux, excusez-moi, tu peux imaginer une petite commission, mais en fait, ce n'est pas toi qui fais le travail. Donc, c'est plutôt un réseau. Et c'est vraiment ça, c'est Citroën, Porsche, il faut vraiment y penser. Et beaucoup, des fois, je vois ça, je ne sais pas, peut-être que je vais lancer un truc de community manager, mais ça me frustre en fait. Je me dis qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais c'est vraiment ce côté-là. Donc, il faut pouvoir démocratiser son offre. Comment se faire connaître de manière payante? On l'a dit, publicité Facebook, Instagram, ça peut se faire. Participer à des forums, des rencontres pour entrepreneurs, se présenter. Bon, ça, c'est la méthode classique. Être dans des réseaux pour les entrepreneurs, les freelances, enfin, ton persona. Il faut être en contact avec ton persona. Comme Grace le disait, se faire connaître au niveau des médias, mais ce n'est pas de passer sur la RTS, mais d'avoir des médias, des moyens de communication avec ces entrepreneurs-là. Là où ils sont, tu peux y être. Et au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose également qui est rentable. C'est un peu… Alors, je prends la question de Cédric. Je crois qu'on a quasiment fini. La question de Cédric, il demandait si c'est contre-productif de ne pas démocratiser son offre. Ça, ce sont les créateurs, là. Ce sont les créateurs. Ce sont les créateurs qui font ça. Les artistes. Nous qui ne sommes pas artistes. Donc, est-ce que c'est contre-productif de ne pas démocratiser son offre dans un souci de vouloir maintenir un certain standing de ses offres? Ça se travaille. Démocratiser son offre ne veut pas dire être médiocre. Une Citroën, moi j'ai une Citroën, une C3, c'est très bien une C3. Ça ne veut pas dire être médiocre, ça ne veut pas dire faire des choses mal, non. C'est juste voir la personne là, ce dont elle a besoin. Et même au niveau des créas, il y a des choses qui sont très simples, qui peuvent être faites. Je ne suis pas graphiste, non? Il y a des choses qui sont très simples qui peuvent être faites, qui ne vont pas demander le même effort qu'un truc beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus sophistiqué.
mais qui, en fait, vont résoudre le problème de cette personne-là et qui, à toi, à ton niveau, ne vont pas aussi te demander beaucoup, en guillemets, de temps. Parce que en tant que freelance, tu dois réfléchir par rapport au temps que tu mets. Si tu mets 6 heures, 12 heures à travailler sur un projet, tu ne peux pas le facturer comme si tu mettais 1 heure ou 30 minutes. Ce que je pense, c'est que tu n'as pas besoin de rabaisser tout. Ce n'est pas une question de rabaisser, en fait. Il y a des marques de luxe qui font des prix. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Il faut s'adapter, en fait, à la clientèle et faire de quoi elle a besoin. Tout le monde n'a pas le même besoin. C'est pour ça qu'en fait, on fait des offres. Et même par rapport aux marques de luxe, tu verras, je prends les marques, hein, je ne sais pas moi, tu as Michael Kors, Michael Kors, c'est vraiment luxe moyen, enfin léger. Tu as des sacs de Lancel à 200 euros, tu as des sacs à 1500 euros. Donc, c'est pas pareil. C'est vrai, c'est des marques de luxe, mais même les offres sont différentes. Et même dans les marques de luxe, les trucs sont différents. Tu as des marques comme Hermès où tu n'iras pas voir un prix de sac comme ça. Mais en fait, tu vas rentrer, tu vas voir le sac, on va t'asseoir dans une salle, on va te donner le prix en personnalisé. Donc, tu as toute forme de choses. Il faut s'adapter en fait à la personne. Et quand je dis vraiment démocratiser son offre, ce n'est pas diminuer sa valeur. Au contraire, d'ailleurs, on va le voir dans la stratégie 2, l'objectif, c'est de positionner comme expert pour justement pouvoir donner des prix, des tarifs qui correspondent à ce qu'on veut, à son offre. Mais il ne faut pas aussi, parce que connaître son persona, c'est important. Il faut connaître son persona. Si ton persona, c'est quelqu'un qui a 200 000 francs de bénéfices par mois, en fait, ça ne sert absolument à rien de proposer un tarif, une offre à 100 000 ou à 150 000 francs. Elle ne va pas le prendre, en fait. Elle ne va pas le prendre. Elle ne peut pas le prendre. Elle ne va pas le prendre. Elle ne va pas le prendre. Ça ne correspond pas. Donc, il faut aussi connaître son persona. Maintenant, si ton persona, c'est des personnes qui ont 1 million de bénéfices par mois, OK, tu peux faire ton offre à 200 000 francs. Mais il faut donner le choix. Il faut que la personne ait le choix. Et pour que la personne ait le choix, il faut que toi, tu revoies ton offre de manière à ce que, dans ce que tu peux proposer de 200 000 francs, comment je peux l'alléger et faire en sorte que je puisse proposer un tarif à 50 000 francs, par exemple. Comment je peux faire? Techniquement, en pratique, qu'est-ce que je peux faire? Et tu vois si ton offre est démocratisable pour ce groupe de personnes-là. En sachant que tu n'es pas en train de leur offrir de la médiocrité, ils ont le choix. Ils peuvent voir ton offre 1, ton offre 2, ton offre 3, et après, ils choisiront en fonction de ce qu'ils ont. C'est vraiment de pouvoir s'adapter à tout le monde. Voilà. Et là, concernant le côté graphiste illustrateur, la passion le côté illustration, animation, donc je vais revoir. Comme j'avais dit, la cible, les ONG, les écoles, il faut s'expert. Il faut être expert, en fait. Il n'y a rien qui nous parle d'illustration. Si tu commences à parler d'illustration, si tu commences à expliquer c'est quoi l'illustration, si tu commences à donner des petites thématiques, comment je fais de l'illustration, ça même, ça va t'ouvrir le monde de la formation. Ça va t'ouvrir le monde de la formation par rapport à d'autres personnes, d'autres jeunes qui sont dans le milieu. Quand tu commences à parler, à écrire, les gens voient une ONG, je ne sais pas, Plan International va vouloir un jour faire passer un message. Elle va se rendre compte que, ah tiens, il y a telle personne sur Internet, on a l'impression que voilà, elle s'y connaît et tout. Ou bien tu postules à l'offre, tu fais un lien vers ton site, on se dit, ah tiens, mais il sait de quoi il parle et tout. Tu vas avoir plus de portes ouvertes. Au niveau du portfolio, comme on a dit, pas besoin que les ONG te fassent des demandes. Tu peux déjà toi-même prendre des messages pratiques d'ONG d'école. Quand on a la journée de la lutte contre l'excision, tu peux faire un message qui parle d'une illustration, une animation qui va vraiment dans le cadre de la lutte contre l'excision. Tu le fais, tu n'as pas besoin qu'on te fasse une demande particulière, tu le fais. Tu peux illustrer toutes ces choses, tous les messages par rapport à l'eau potable dans certaines régions, par rapport aux ONG que tu veux, les personnes avec qui tu veux travailler, les écoles avec qui tu peux travailler, l'exclusion des filles, les femmes battues. Enfin, il y a plein d'ONG avec des messages. Tu peux prendre ces messages et tu fais des packages d'illustration et d'animation sur ces messages. Tu les décris, tu les postes quelque part, tu choisis ta plateforme. Si tu veux être sur LinkedIn, OK, tu choisis ta plateforme, tu les postes. Et au fur et à mesure du temps,
que tu es en train de faire ça, tu es en train de faire ça. Bien sûr, pendant ce temps, tu te formes parce que l'objectif, c'est encore de devenir de plus en plus excellent, 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 excellent. Tu es en train de devenir excellent. Tu es en train de montrer une expertise. Tu es en train de développer ton portfolio, de toi-même créer. Au bout d'un moment, ça va prendre. C'est-à-dire, au bout d'un moment, toi, ce que tu as besoin de faire, c'est de travailler ça en te disant peut-être objectif, je ne sais pas, 1 an ou 2 ans. Moi, je veux me positionner là comme expert. Je veux que quand on parle d'illustration, en fait, mon nom apparaisse à côté. Et tu as de la marge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. En fait, il y a des personnes qui font de l'illustration peut-être, mais sur les réseaux, sur Internet, on va dire, il n'y en a pas. Donc, en te positionnant de toute façon, même si les autres viennent après, tu auras pris de la longueur d'avance. Et pendant ce temps, un jour, souvent dans ce type de domaine, il suffit d'1 à 2 partenariats pour décoller en fait. Il suffit d'1 à 2 partenariats et ça te permettra de laisser la stratégie 1 pour te focaliser sur la stratégie 2 et de te positionner dessus. Et une fois que toi, tu vois que bon, c'est bon, à ce niveau, tu arrives à en vivre suffisamment, c'est bon, tu te consacres totalement à ça et tu laisses tout le reste. Et l'idée vraiment à ce niveau, c'est d'être productif, c'est d'être bien, de savoir gérer son temps, de se dire, OK, sur la stratégie 2, je vais y consacrer 4-6 heures de temps. J'ai besoin de créer mon site Internet. Voilà comment je vais faire. Je vais prendre 1 mois pour le faire. J'ai besoin de faire ça. Tu es régulier pendant un certain nombre, peu importe ce qui arrive. Au bout d'un moment, ce contenu-là va parler pour toi, va te positionner comme un expert. Tu vas devenir une référence par rapport à ça. Et bam, c'est parti. Et ensuite, bien sûr, les ONG avec qui tu veux travailler, il faut voir un tout petit peu toujours quelles sont leurs demandes par rapport à les offres, à tout ce qui se passe. Il faut pas aussi hésiter des fois à être un peu audacieux avec ces personnes-là, postuler à leurs offres au niveau des écoles et après le bouche à oreille, le réseau, tout ça. Et un jour, ça prend et c'est fini en fait. De toute façon, tu seras positionné, même si les autres viennent, ils auront du temps pour rattraper, en guillemets. Donc, c'est vraiment un tout petit peu ça sur lequel j'ai voulu insister. J'ai totalement débordé. Je m'excuse. On a parlé des différents concepts, la vache pourpre, donc la personnalisation. La définition des tâches à faire, c'est important. Quand on a des stratégies comme ça, il faut définir les tâches. Sinon, ça va demeurer une théorie, en fait. Bien travailler sa communication. Et je pense au cours de l'atelier prochain, on va parler de comment gérer son temps, comment bien gérer son temps, pas de manière globale, mais par rapport à un projet. Par exemple, là, on pourra travailler sur le cas d'Adoric, justement, par rapport à la stratégie 2. Comment ils peuvent distinguer certaines activités. Je sais, pour ceux qui s'intéressent à ça, la gestion du temps, il y a plein, on vous parle de non urgent, important, etc. Mais il y a des manières, en tout cas, moi, je trouve beaucoup plus simples d'avancer. Activité de soutien, impact, liste des tâches. Donc, on va en parler dans 2 semaines. Donc, c'est un peu ça. Et vraiment, sur le côté de l'offre, de démocratie de l'offre, c'est vraiment pas réduire ses prix. Si tes prix sont à 50 000 francs, c'est ton prix. Il n'y a pas de problème. Tu peux le justifier par ça. Maintenant, c'est à toi de connaître ton persona, de savoir combien il est prêt à payer pour ça et de voir comment tu peux travailler ton offre. L'offre n'est pas vraiment le service, en fait. Le service, c'est quelque chose. L'offre, c'est ce que tu présentes à la personne. Par exemple, moi, je disais, je rédige, je fais l'atelier, je prépare les diapos. Les diapos, ça me prend du temps de les préparer. Ça me prend du temps. Il y a la mise en page, il y a certaines choses à faire. Si quelqu'un venait m'approcher en me disant, tiens, moi, voilà, vous savez, il y a des services d'assistance, des personnes qui sont, en guillemets, assistantes, qui vous assistent dans les tâches administratives, les tâches comme ça. Quelqu'un qui me dit, moi, je peux faire ça, ça, ça pour toi, je peux préparer tes diapos pour toi. Voilà, je pense que ça va te donner plus de temps pour te consacrer sur l'essentiel. Moi, je demande que tu me payes, je ne sais pas moi, 20 000 francs par mois. Je prends un exemple, hein. Et elle me dit vraiment, voilà, moi, j'ai déjà fait ça, ça, ça. Je vais l'écouter, je vais lui dire, OK, ça m'intéresse, pourquoi pas, on peut discuter éventuellement et tout. Maintenant, si j'ai une grosse société aussi qui me dit, voilà, on est des services d'assistance à domicile, on peut faire ça, on peut faire du drive, on peut faire ci, on peut gérer votre comptabilité, on peut ci, ça, ça. Voilà, on peut faire ça, vous décharger totalement pour 100 000 francs par mois. Le problème n'est pas le prix. Le problème, c'est qu'il est en train de me proposer des choses dont je n'ai pas forcément besoin. Parce qu'il n'a pas pris le temps d'étudier ma manière de fonctionner.
il n'a pas pris le temps d'étudier moi, mon persona. Cette offre correspond à quelqu'un d'autre, mais ne me correspond pas forcément à moi, en fait. Et maintenant, cette personne, l'autre personne qui a pris le temps d'étudier ce qu'on appelle en fait la value journal. J'avais un très bon livre dessus qui explique en fait qu'il faut se mettre à la place du client et imaginer sa journée, son process, son quotidien et voir à quel moment il a des souffrances. Et si la personne voit mon process, elle se dit, ah tiens, pour préparer ses ateliers, elle a besoin de ça, 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 ça. Mais à ce niveau, moi, je peux la décharger. Et tu proposes, ton offre correspond exactement à cette faille-là. Ah, bah, je vais craquer, je vais dire, OK, on va tester. Alors que l'autre qui me propose l'offre super complète, elle est belle, mais moi, je n'ai pas envie de la Porsche. Moi, je veux une C3. Et il y a souvent, ça se travaille. Ça se travaille. Il y a vraiment une manière, tranquillement, dans ce que je propose au quotidien, de voir comment je peux l'adapter. Et d'ailleurs, vous le voyez, hein, même sur les marques de luxe, vous le voyez, hein, qu'il y en a qui font de la gamme moyenne. C'est-à-dire qu'ils offrent quelque chose, mais ils offrent aussi autre chose. Donc, ça vous permet de cibler différents types de personnes. Vous pouvez faire des offres différentes. C'est ce que vous voyez dans ce qu'on appelle le business model du freemium, où vous avez une offre de base et vous avez une offre premium. Donc, c'est ce que vous voyez au niveau de l'avion. Quand vous prenez un avion, vous pouvez être en classe affaires, vous pouvez être en classe économique, mais en fait, vous allez tous arriver à destination. Ils ne vont pas arriver plus vite que vous, hein. Vous allez arriver tous à destination. Mais pourquoi quelqu'un irait payer en classe business et l'autre en classe économique? C'est des personnes, des mentalités différentes. Ce n'est pas juste le prix. Elle peut payer moins cher, mais ce qu'on lui offre, ça lui correspond. Je ne sais pas si vous voyez en fait. Bon, c'est un peu ça. C'est juste pour vraiment aller. Je ne suis pas du tout pour la réduction des prix. Moi, je trouve vraiment ça. Non, il ne faut pas réduire ses prix, mais on peut adapter son offre. Donc, vraiment, c'est ça. Je suis désolée. J'ai débordé. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Comme ça, on peut en discuter. Merci, Grace, vraiment pour ta participation. Tes idées sont très bonnes. Tes idées sont vraiment très bonnes. Merci. Alors, Nicole et Jules, je ne sais pas. Alors, Jules, je ne sais pas si tu es toujours là. Ah oui, tu es toujours là. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci, Grace. Je ne sais pas si vous avez des questions, Jules, Nicole, Isabelle. C'est ici qu'on se voit. Merci, Estelle. J'ai vu que tu es là également. D'accord. Pas de questions. Super, merci, Jules. J'espère que ça a été assez clair. Des fois, il y a une différence entre ce qu'on a dans la tête et ce qui sort. Donc, si ça n'a pas été assez clair, je peux revenir sur certaines choses rapidement pour ne pas trop prendre votre temps. Merci, Nicole. Et n'hésitez pas, je vous enverrai un mail avec l'e-book sur la communication et peut-être le lien des ateliers si vous voulez revoir. Surtout le premier, en fait, pour la communication. Je pense que ça donne quand même un aperçu. Ok, c'est top. Cédric, est-ce que tu as quelque chose? Ça prend du temps, oui. Ça prend du temps. Grâce en anglais. Pas de questions pour l'instant. Ok, d'accord. Ok, super. Maintenant, d'accord. C'est parfait alors. C'est parfait. Merci à toutes d'avoir été là. Ok. En général, en matière de stratégie, le plus difficile, c'est de s'asseoir et d'écrire. Une fois que vous le faites, après, quels que soient les concepts, vous allez voir, il y a des personnes qui parlent de rétro-planning. Voilà l'objectif, comment je dispatche ça pour y arriver. Mais ça peut se faire. En fait, il faut faire le travail en amont. Ça peut se faire. Après, pour Cédric, oui, bon, on s'écrit tout le temps, non? On peut travailler. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je peux travailler si vous voulez. Moi, on peut travailler sur des stratégies. Moi j'aime ça, donc ce n'est pas un problème. On peut travailler sur des stratégies, voir un tout petit peu comment ça peut se faire, comment ça peut se faire en pratique. Parce que là, je donne quelque chose de global. Maintenant, lui, par rapport à ce qu'il fait, parce que l'objectif n'est pas de faire quelque chose qu'on n'aime pas aussi, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à certaines choses, ça peut s'adapter un tout petit peu.
voir une stratégie. Et de toute façon, les stratégies, vous les testez pendant 2-3 mois. Si ça ne marche pas, vous changez. Vous allez voir qu'est-ce qui n'a pas marché, vous vous réadaptez. Et en fait, à un moment, ça prend. À un moment, ça prend toujours. Aujourd'hui, les personnes que j'ai citées là, Danilo, machin, aujourd'hui, elles ont commencé à rien du tout. Aujourd'hui, il est hyper connu, enfin, super connu dans son domaine. Il y a plein de sociétés qui font de la publicité Facebook, mais il est devenu une référence dans son domaine. Il est jeune, il gagne beaucoup d'argent, mais surtout, il est bon dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il a vite compris, en fait. Il s'est bien positionné et c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Donc, en résumé, travaillez votre expertise. Si vous êtes un freelance, travaillez et montrez votre expertise. Choisissez une plateforme. Si vous voulez être sur LinkedIn, soyez sur LinkedIn. Là, on parle de web marketing. Donc, on est dans l'univers du web. Si vous êtes dans le physique, vous pouvez faire des conférences, c'est comme vous voulez. Mais là, on est dans le web marketing. Donc, choisissez la plateforme, démontrez votre expertise, parlez, créez du contenu, faites en sorte que les gens vous identifient comme un expert dans ce domaine-là. Parlez de votre expérience, de votre portfolio, les retours clients. Parlez-en et trouvez comment vous pouvez différencier votre offre, comment vous positionnez dans la niche. Et vous allez voir, il y a une prof de piano, mais elle n'était pas là aujourd'hui, mais c'est pareil, ça marche très bien dans ce domaine-là. Sur 6 mois, peut-être vous n'allez pas sentir, mais au bout d'1 an, vous allez avoir des retours. Comme j'ai dit, moi, il y a des personnes, un article que j'ai peut-être écrit il y a 4 ans, il y a des personnes qui m'écrivent encore jusqu'à aujourd'hui pour me poser des questions. Je dis, voilà. Donc, merci beaucoup. On va se dire dans 2 semaines, donc j'espère. Voilà. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bye. Merci, Nicole.